La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous savoir toujours au rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne. Et voici le sommaire. On parlera des fêtes de fin d'année avec un petit récap sur les ambiances de fête et les conséquences sur certains quelque peu imprudents. Les feux de forêt 2019 a été une année record dans le monde. Le bilan, c'est dans ce journal avec au passage l'incident qui a ravagé le village de Katanga au Togo. De l'humour en fin d'édition avec la chancellerie des humoristes togolais. Un tour au palais des congrès de Lomé pour vivre l'ambiance qui était au rendez-vous le mercredi dernier. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 20h. Après les fêtes de fin d'année, place maintenant à la reprise des activités économiques et professionnelles. Une de nos équipes de reportage était ce matin dans les rues de Lomé et dans les services administratifs pour apprécier l'ambiance de la reprise des activités. On fait le point ici avec Issa Karouna et Yasmine Kodia. Partout à travers la ville de Lomé, la vie professionnelle a repris de plus belle. Commerces, boutiques, banques et autres services ont effectivement ouvert. Requinqués sûrement après le repos du jour férié accordé par le gouvernement au lendemain du Nouvel An, les travailleurs et commerçants sont visiblement joyeux et bien enthousiastes de reprendre leurs activités avec l'espoir que 2020 sera meilleur que l'année précédente. On était tellement fatigués, mais bon, on a quand même pu se reposer. Ce matin, tout va bien, dans l'ambiance, tout le monde était là au travail. Et ce matin, très tôt, j'ai pris le chemin du service. Moi, je suis allé dans les bureaux. Les fonctionnaires sont dans leur bureau, on m'a bien accueilli. Je voudrais saisir l'occasion pour souhaiter à tout un chacun la santé, la prospérité, que les activités des uns des autres puissent aboutir, que les objectifs fixés puissent être réalisés dans les bonnes conditions. Je suis arrivé quand même, après le fait, le travail a repris. Je l'ai vu, il m'a servi aussi. Et il m'a bien servi, je suis satisfait. Le peuple a repris ses activités dans un grand enthousiasme. Il y avait embouteillage partout, tout le monde bougeait vers le centre-ville. Et j'étais ému, j'étais satisfait. Je me disais que le repos a fait du bien aux gens. À tous les Togolais également, le monde chrétien et le monde non chrétien, je voudrais dire mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année. Que ce soit à la société aéroportuaire de Lomé-Tokoin ou au cabinet du ministère de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de Salubrité publique, la nouvelle année a également démarré par une séance de travail. J'ai profité dans un premier temps de faire une prière pour remercier l'Éternel de nous avoir maintenus tous en vie et de nous revenir avec une bonne santé pour 2020. Je leur ai dit 2020, c'est toutes les actions qu'ils vont entreprendre, soit 20 sur 20. Nous allons rentrer dans une année électorale. Nous voulons absolument que le climat de sûreté et de sécurité se maintienne à tous les niveaux. Nous redémarrons aujourd'hui avec beaucoup d'entrain. Tout le monde est à son poste. Et pour redémarrer, savoir où est-ce qu'on va, il est important de faire le point de qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière, où est-ce qu'on s'est arrêté, qu'est-ce qu'on a pu faire ou qu'est-ce qu'on a programmé qu'on n'a pas pu faire, comment faire pour que cette année, on puisse le programmer et qu'on l'ait à l'œil, comme de lait sur le feu. Et nos vœux, c'est que nous puissions mener à bien les charges qui nous sont dévolues pour le bonheur des populations. La fête, c'est donc fini. Chacun a désormais le regard tourné vers son activité. Et pour faire des souhaits et vœux du nouvel an une réalité, beaucoup en appellent à l'engagement et au dévouement au travail. Et ces moments de fête n'ont pas été aussi bénéfiques pour certains quelque peu imprudents. L'excès de joie, de vitesse avait pour conséquence des accidentés. Le bilan ce soir avec Sandra Ziagbi.
Des victimes, on en compte après ces 3 jours de fête. 74 cas d'accident, dont 18 morts, ce sont des chiffres obtenus seulement à Lomé au CHU Sylvanus Olympio. Les causes sont liées à l'abus d'alcool et l'imprudence notamment. Au niveau de l'urgence chirurgicale, le 31 décembre, nous avons eu 47 cas d'accident. Donc, et le premier, nous avons eu 27 cas. Donc au total, nous avons eu 74 cas d'accident au CHU Sylvanus Olympio. Donc vous voyez que ces cas d'accident, d'autres se sont retrouvés à la morgue. Le 25 décembre, nous avons eu 7 cas de décès. Et le premier, on a eu 11 cas de décès. Pour les accidentés, le plus souvent, d'autres ont des fractures. D'autres, ce sont des blessures, des écorchures. D'autres, ce sont des traumatismes crâniens. D'autres, même, ça c'est un polytraumatisme, c'est-à-dire qu'ils se sont cassés un peu partout. Donc ce sont les différents cas là que nous avons eu au niveau de l'urgence chirurgicale. L'année précédente, par exemple, et à la même période, on dénombrait plus de 121 cas d'accident. L'alcotest, le dispositif mis en place pour diminuer l'abus de l'alcool, aura contribué à la baisse de ce taux. Mais vraiment, je remercie les autorités parce que l'année 2018, on a fait eu 122 cas. Donc vous voyez que si cette année, on a eu 114, ça c'est une baisse vraiment remarquable. Depuis qu'ils ont mis en place Alcotest, le gouvernement a sauvé la vie. Parce que même quand vous voyez maintenant au niveau des bars, tout le monde dit « Ah, si je prends trop, il y a Alcotest ». Le port des casques, la vérification des forces de sécurité, vraiment, pour l'an 2020, de 114, on peut descendre. En dehors des accidents de circulation, le service d'urgence du CHU Sylvanus Olympio a reçu des cas dus aux intoxications à l'alcool et des substances. L'année passée, il y avait eu 12 cas d'intoxication à l'alcool, mais cette année, nous avons eu seulement que 4 cas d'intoxication à l'alcool. Le courage et le professionnalisme des médecins, on est arrivé à les sauver. La prudence et le respect du code de la route restent de mise. Et ce communiqué du gouvernement à présent, un grand incendie d'origine inconnue s'est déclenché dans la nuit du 2 au 3 janvier 2020 aux environs de 1h30 dans le village de Kantaga situé entre les sociétés Nyoto et Sopal dans la zone portuaire. Aussitôt alerté, le corps des sapeurs-pompiers assisté des services de sécurité incendie du port autonome de Lomé et de l'ASECNA se sont transportés sur les lieux. Leur intervention a permis de maîtriser le feu qu'aux environs de 5 heures. Cet incendie a occasionné des dégâts humains et matériels importants. Ainsi, on dénombre 2 blessés graves évacués en urgence au CHU Sylvanus Olympio. Des dégâts matériels très importants, notamment tous les biens de certains pêcheurs et revendeurs de produits de première nécessité. Toutefois, aucun cas de perte en vie humaine n'a été enregistré. Le gouvernement présente sa compassion aux sinistrés et invite les populations à plus de vigilance en cette période d'harmattan qui souffle sur toute l'étendue du territoire national. Et le village de Kantaga dans la zone portuaire à Lomé désormais rayé en partie sur la carte. Un incident dont on ignore la source a décimé tout le village, laissant derrière lui une population inconsolable. Constat sur place avec Ramdan Bassina. Le village de Katanga réduit en partie en cendres suite à un incendie. Le drame qui est survenu dans la nuit du 2 au 3 janvier aux environs d'1h30 a été d'une violence inouïe. Dans son passage, il a semé désolation au sein de cette population hébétée. Habitation, biens matériels, tout est parti en fumée.
Informé, le chef de l'État Faure Gnassingbé a dépêché cette délégation ministérielle pour les premiers constats et apporter réconfort. Nous venons de parcourir le site du sinistre et nous avons également vu les compatriotes, tous ceux qui ont été victimes. Et nous devons rendre grâce à Dieu parce qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Il y a quelques blessés légers qui sont en train de prendre des soins. Mais les dégâts, je ne peux pas vous dire, les dégâts sont incommensurables. Les dégâts sont incommensurables. Donc c'est la partie où les gens ont construit des restaurants d'occasion, des points de vente de charbon, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Maintenant, les enquêteurs vont essayer de voir pourquoi il y a eu incendie. Mais d'ores et déjà, le gouvernement, à travers l'Agence nationale de la protection civile, est en train de recenser tous les sinistrés. Il y a des premiers secours qui leur seront donnés, à savoir les vivres et les non-vivres. Nous sommes en période d'harmattan avec le vent qui souffle. Et il y a seulement 3 ou 4 jours, le gouvernement a passé un communiqué pour attirer l'attention des uns et des autres sur les effets néfastes des incendies. Les précautions à prendre, les précautions élémentaires à prendre. Lorsque vous sortez de votre maison, débranchez vos appareils. Il y a un feu que vous allumez, prenez soin d'éteindre avant de vous en aller. Il y a des installations anarchiques qu'on impose aux installations réglementaires et ça ne supporte pas. Donc nous devons faire beaucoup attention pour que des cas de sinistre que nous avons enregistrés ne se reproduisent plus. Pour le moment, l'origine de l'incendie reste inconnue. En attendant des réponses claires, l'État apporte tout son soutien à toutes les communautés des pêcheurs béninoises, ghanéennes et togolaises vivant dans cet espace Katanga. Et je vous l'annonçais en début d'édition, l'année 2019 a été une année record des feux de forêt à travers le monde. La principale cause avec nos confrères de France 24. Il ne se sera pas passé un mois en 2019 sans que des incendies hors normes ne ravagent des milliers d'hectares de forêt à travers le monde. De l'emblématique Amazonie l'été dernier aux collines de Californie il y a quelques jours, en passant par ces gigantesques feux de forêt qui ravagent encore le sud de l'Australie. Même détresse cet automne chez les sauveteurs indonésiens confrontés à des incendies déclenchés par des records de sécheresse. On est en ce moment au pic de la saison sèche et dans 1 à 3 semaines, on n'aura plus du tout d'eau pour éteindre ces feux. Et sous des latitudes encore plus surprenantes, les pompiers de Sibérie, impuissants cet été à circonscrire des incendies qui ont ravagé plus de 3 millions d'hectares de taïga dans le cercle arctique. Un embrasement généralisé que viennent de confirmer les données des satellites européens, Copernicus. En 2019, ces feux de forêt mesurés dans les zones orangées ont émis plus de 6375 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, plus que les émissions annuelles d'un pays comme les États-Unis. Effet incontestable du dérèglement climatique, selon cette ONG. Le réchauffement climatique est un facteur d'aggravation en fait de ces incendies, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus facilement rentrer dans des incendies qui sont incontrôlables et qui brûlent tout de suite des millions d'hectares. Alors qu'auparavant, on avait des incendies qui avaient des causes naturelles, la foudre tout simplement, qui brûlait quelques milliers, quelques centaines d'hectares et qui ensuite s'arrêtaient naturellement. Les défenseurs de l'environnement qui s'inquiètent aussi de pertes irréversibles de biodiversité, des koalas d'Australie aux orang-outans d'Indonésie. De cette édition avec ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ces derniers temps, les services de sécurité et d'incendie enregistrent de plus en plus une multiplication des cas d'incendie d'origine diverse dans les domiciles, les services, les usines, les champs. Ces incendies qui sont souvent dus, entre autres, à l'ignorance, l'imprudence, la négligence, l'absence des mesures de prévention et de prévision enregistrent la plupart du temps d'énormes dégâts humains, notamment des morts et des blessés et des matériels, ainsi qu'une incidence économique très importante tant au détriment des populations que de l'État. Dans le souci de prévenir l'occurrence
l'occurrence de ces incendies en cette période d'harmattan ou de minimiser leur effet, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite les uns et les autres à plus de prudence et à prendre certaines mesures préventives élémentaires, entre autres, éviter l'utilisation abusive des feux de gaz par les enfants et les personnes non initiées, débrancher les appareils électriques après leur utilisation, éviter les feux de brousse. Il est également très vivement conseillé aux administrations, aux services et aux particuliers qui en ont surtout les moyens, la possibilité de prévoir des inspecteurs appropriés pour lutter contre d'éventuels débuts de feu et ou besoin de s'approcher des services compétents, des conseils pratiques en la matière. Et ce communiqué est signé du général de brigade Damran Yark. À Danyi, les élus locaux et la chefferie traditionnelle ont été entretenus sur le contenu du nouveau code foncier et domanial. Le plan national de développement et sa mise en œuvre étaient également au menu des échanges initiés par les jeunes cadres de Danyi. Le résumé avec Ramdan Bassina. Le nouveau code foncier et domanial fait ici objet de vulgarisation et d'appropriation dans la préfecture de Danyi. Élus locaux et chefs traditionnels sont entretenus sur le rôle qui est le leur dans la mise en œuvre effective de cet outil. Faire d'eux de véritables canaux de transmission du contenu. Telle est la mission que se sont assignés les ministères en charge de l'habitat et de la planification. Le plan national de développement PND était également inscrit à l'agenda de ce rendez-vous. Ce code foncier domanial, je dirais que c'est une véritable loi cadre de sécurisation foncière, un outil de développement durable et un outil propice aux investisseurs pour pouvoir nous aider à développer notre pays. Ce code-là met en place une bonne gouvernance foncière à travers la création des institutions chargées de la réforme du foncier. Ce que nous avions retenu là-bas, c'est que sont maintenant venus nous clarifier ce que nous faisons pour qu'au moins ça soit bien fait et que notre tâche aussi soit un peu allégée. L'autre aspect, c'est le PND, le Programme national de développement initié par le chef de l'État. Donc, il s'agit également d'expliquer en quoi consiste ce PND. Au sortir de cette rencontre, tous les acteurs impliqués s'engagent à faire de leur préfecture un modèle dans la réussite de la mise en œuvre du PND et du code foncier et domanial. À Kara, nous y sommes à présent. Les membres du Réseau national des femmes agricultrices du Togo se sont davantage familiarisés avec les nouvelles techniques de restauration de leurs fêtières en lien avec les offres du mécanisme incitatif de financement agricole. Le résumé de la rencontre avec Nestor Mouzou. Elles sont issues des régions Savane, Kara et Centrale. Elles appartiennent au Réseau national des femmes agricultrices du Togo. Le bureau exécutif du RENAFAT a jugé nécessaire de renforcer leurs capacités en matière de structuration de leurs différentes organisations. Il s'agit aussi de leur présenter le MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole, les objectifs qu'il poursuit et les facilités que ce mécanisme offre. Nous avons reçu des formations à travers le PNS, les équipements, afin de pouvoir mener nos activités. Aujourd'hui encore, nous aurons un point de plus sur notre situation et sur le mécanisme du financement afin de pouvoir mener à bien nos activités. Et c'est pourquoi nous saluons vraiment cette formation. Nous remercions vivement les autorités du pays qui ne ménagent aucun effort lorsqu'il s'agit de l'épanouissement de la femme. L'ambition du gouvernement en mettant en place le MIFA est d'accompagner les entrepreneurs agricoles en leur offrant des possibilités d'accès au crédit. C'est pourquoi le MIFA a tenu à répondre aux sollicitations du RENAFAT. Le MIFA est là pour faciliter le crédit, mais en allant vers la facilitation,
Nous devons nous assurer réellement que ces femmes se retrouvent dans un noyau, c'est-à-dire dans une coopérative, ou soit vont aller en individuel pour mieux bénéficier du mécanisme MIFA. Nous allons les aider à élaborer leur plan d'affaires de financement, ce qui va leur permettre non seulement de recevoir, de bénéficier de crédits à un taux d'intérêt faible qui est de 7,5% pour les coopératives et autour de 10% pour les entreprises individuelles. La même formation a été déjà organisée à l'endroit des membres du RENAFAT des régions Plateau et Maritimes. On en vient maintenant au dossier grand format de cette édition et nous parlons du programme d'emploi pour les jeunes qui permet de plus en plus de sortir de la précarité. Beaucoup de jeunes vivant surtout en milieu rural, piloté par le ministère en charge du développement à la base, les projets EJV ou emploi des jeunes vulnérables et le team aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre ont changé le quotidien de cette couche. Les images et témoignages dans ce gros format que nous propose Pierre Soussoupo. Des communautés mobilisées comme jamais pour faire face aux questions de développement de leur milieu. Et pour qu'elles y parviennent, des projets et programmes ont été conçus depuis le sommet, leur balisant ainsi la voie. Au nombre des initiatives, le projet de filets sociaux et services de base, justement pour sortir les ménages et communautés de la précarité. Le jour se lève sur Omondoa. Les premiers rayons du soleil sont signes que la population peut compter sur Dame Nature. La réussite de l'activité communautaire au programme de la journée en dépend. Roland Pendou est l'un des leaders de ce village. La journée s'annonce intense. Il faut donc bien s'y préparer. Et bien équipé, il va retrouver les siens. C'est lui qui va donner le ton au démarrage des travaux. Vérification de présence, puis les consignes du jour. Les travaux à haute intensité de main-d'œuvre peuvent démarrer. Les travaux vont porter sur ce sentier. Ils connectent au Mwadjawa à Alibi 1, un village voisin. Hommes et femmes, tous sont mobilisés pour exprimer leur engagement. Le chantier est à son 10e jour d'exécution. Progressivement, il avance. Nous sommes en train de tracer une piste qui relie au Mwadjawa pour le canton d'Alibi 1 par le projet ANADEB. Avant, c'était nous-mêmes qui s'étaient débrouillés. Et maintenant, actuellement, comme nous avons gagné le projet avec ANADEB, nous avons ce que sur ce pont, l'ancien pont, c'était seulement que les vélos, les piétons, plus quelques motos. On ne pouvait rien passer sur ça. Donc maintenant, comme nous avons le projet et que le projet nous est financé, nous avons décidé maintenant d'améliorer pour que au moins avec nos projets, les élèves, plus les malades, plus même si on a un petit tricycle avec un malade, les femmes accoucheuses, on peut les amener à l'hôpital et même transporter même aussi les marchandises pour le marché. Et nous avons décidé de faire ce petit pont pour l'amélioration. C'est cela le volontariat communautaire et le projet EJV, emploi pour les jeunes vulnérables, appuie leur développement. Il offre l'occasion aux populations de développer de saines habitudes de travail et d'acquérir des valeurs civiques tout en participant à une activité valorisée par la communauté. De la littérature à présent et allons ensemble prendre connaissance de ce roman Au-delà de l'espoir de Afioua Koudri, un roman qui retrace le parcours de combattant d'une femme au foyer confrontée au problème d'infertilité. La présentation de l'œuvre à présent avec Sonia Menikbo. Au-delà de l'espoir, le tout premier roman de l'écrivaine togolaise Afioua Koudri. C'est l'histoire de Maupemon, une jeune dame au foyer, mal aimée par sa belle famille parce que ne pouvant pas concevoir d'enfant, mais qui grâce à sa foi en Dieu finira par donner naissance au triplé. Dans ce roman de 322 pages structuré en 14 chapitres, Afioua Koudri invite le lecteur à aller au-delà des difficultés pour faire réaliser son rêve. On n'a pas à se morfondre sur notre sort pour
rester là à pleurnicher, non. On doit pouvoir sortir de nos cocons pour aller au-delà. Le message qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'il n'y a aucun rêve qui ne puisse se réaliser. Les rêves pour la société, les rêves pour que la société devienne meilleure, les rêves pour la condition de la femme, que cette condition soit meilleure, je crois que ces rêves peuvent se réaliser. Rêvez votre vie, vivez vos rêves. Pour les critiques, à partir du titre « Au-delà de l'espoir », tout s'inaugure. Un parcours, un chemin de croix, une initiation. Parvenus au regard flamboyant de tous ceux qui sont allés dans la lumière de l'accomplissement par la foi de l'espérance, comme Maupemon. Au-delà de l'espoir, c'est la symbolique d'un territoire, d'un espace qui montre la capacité de l'homme à s'engager sur la voie qui le libère. C'est un roman également qui retrace cette forme d'odyssée de la femme qui, hier encore, était entre la féminité avilissante et la féminité agissante. Au niveau de l'écriture, c'est aussi un roman qui est très bien écrit et dans une langue assez châtiée et qui montre quand même la culture de l'auteur. Au-delà des thèmes principaux tels que la féminité et la masculinité, l'auteur aborde d'autres thèmes, notamment l'alphabétisation et l'autonomisation de la femme. Afiwa Koudri est sociologue de formation et s'active depuis plus de 2 décennies sur le terrain du développement en milieu rural. Ce premier roman, Au-delà de l'espoir, est publié aux éditions Aoudi. À présent, nous tendons le micro togolais de l'intérieur, dans la région des Savanes, pour exprimer leurs vœux de fin d'année. Et nous les écoutons au micro de Tchazinambaga. Bonne et heureuse année à tout le peuple togolais. Bonne et heureuse année, la santé, santé de fer, réussite de nos enfants. Que l'année 2020 là, nous rapporte beaucoup de choses. Donc bientôt les élections. Donc on souhaite que les élections se passent dans des bonnes conditions. Surtout ça concerne beaucoup nous les femmes. Donc ça nous les femmes de concerne nos enfants, de ne pas sortir faire la violence, de rester tranquille. Et tout le monde a qu'à aller pour voter. C'est un devoir d'un bon citoyen ça. Particulièrement, je souhaite au gouvernement togolais qui nous a permis d'avoir beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Et je leur dis qu'il y a encore beaucoup de défis en cette nouvelle année et que Dieu leur bénisse et que Dieu leur donne la force et le courage de continuer dans cette lancée. Aux forces de l'ordre et de sécurité, beaucoup de courage et beaucoup de reconnaissance. Nous avons vraiment de reconnaissance pour tout ce qu'ils font. Et je n'oublie pas également toute la jeunesse togolaise. Nous sommes l'épine dorsale du développement de notre nation. Que cette année nous permette de nous éclore une seconde fois, à être un nouveau type de citoyen. Un nouveau type de citoyen pour nous investir davantage dans la concorde, nous investir davantage dans le travail, dans les initiatives, que soutenir nos autorités et soutenir tous les acteurs du développement de notre pays pour que les enjeux, surtout le PND qui a été concordé, soient une réussite. Pour cette nouvelle année, je souhaite que ces élections se passent dans la paix et la sécurité. Et je profite de l'occasion pour vraiment remercier nos forces de l'ordre et de sécurité qui ont su maintenir la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire jusqu'à présent. Et je félicite leur bravoure, leur courage et leur détermination à ce que la paix règne pour le peuple togolais en général. Je souhaite que cette dynamique continue avant, pendant et après les élections. Pour 2020, en tant qu'entrepreneur, c'est que vraiment le circuit économique soit fluide, avec les dispositions qui ont été prises par le PND. L'entrepreneuriat féminin est vraiment encouragé. Nous souhaitons que cet élan continue pour que vraiment l'épanouissement de la femme soit effectif sur toute l'étendue du territoire. Pour cette année 2020, le Togo a un rendez-vous avec l'histoire, c'est les élections présidentielles.
Et je souhaite que pour cette élection, que tout se passe bien dans la paix et dans la sécurité. Que nous sommes en train d'avancer. Après les élections, ça doit être la même chose. On doit pouvoir continuer. On ne doit pas reprendre à zéro après les élections. Je me dis qu'en cette année 2020, c'est un moment de confirmation. C'est une année de confirmation, de dire que nous, Togolais, nous savons ce que nous voulons. Nous avons un regard commun, nous avons les mêmes destinées et nous avons besoin de rester ensemble, de travailler ensemble pour le développement de notre pays. Et avant de vous quitter, je vous laisse découvrir ce dossier grand format qui nous parle du programme d'emploi pour les jeunes et qui permet de plus en plus de sortir de la précarité. Beaucoup de jeunes vivant surtout en milieu rural, piloté par le ministère en charge du développement. À la base, les projets EJV ou emploi des jeunes vulnérables et le team aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre ont changé le quotidien de certaines couches. Les images et témoignages, c'est avec Pierre Soussoupo à l'instant. Et voilà qui met un terme à cette édition. À présent, je vous souhaite également une bonne et heureuse année 2020. Beaucoup de succès, santé et plus de réussite dans toutes vos bonnes entreprises. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie. Des communautés mobilisées comme jamais pour faire face aux questions de développement de leur milieu. Et pour qu'elles y parviennent, des projets et programmes ont été conçus depuis le sommet, leur balisant ainsi la voie. Au nombre des initiatives, le projet de filets sociaux et services de base, justement pour sortir les ménages et communautés de la précarité. Le jour se lève sur Omondoua. Les premiers rayons du soleil sont signes que la population peut compter sur Dame Nature. La réussite de l'activité communautaire au programme de la journée en dépend. Roland Pendou est l'un des leaders de ce village. La journée s'annonce intense. Il faut donc bien s'y préparer. Et bien équipé, il va retrouver les siens. C'est lui qui va donner le ton au démarrage des travaux. Vérification de présence, puis les consignes du jour. Les travaux à haute intensité de main-d'œuvre peuvent démarrer. Les travaux vont porter sur ce sentier. Ils connectent au Mwadjawa à Alibi 1, un village voisin. Hommes et femmes, tous sont mobilisés pour exprimer leur engagement. Le chantier est à son 10e jour d'exécution. Progressivement, il avance. Nous sommes en train de tracer une piste qui relie au Mwadjawa pour le canton d'Alibi 1 par le projet ANADEB. Au début, on avait fait du socle. Ce qu'on nous appelait du socle. Ce qu'on a fait avec le caillou et de la plaie. On appelle ça socle. Maintenant, nous voulons faire le radio. Le radio cinématique. On veut faire ça avec le gros caillou, avec le béton et les gros cailloux. Donc, on appelle ça du béton supplémentaire. Avant, c'était nous-mêmes qui se débrouillés. Et maintenant, actuellement, comme nous avons gagné le projet avec ANADEB, nous avons ce que sur ce pont, l'ancien pont, c'était seulement que les vélos, les piétons, plus quelques motos. On ne pouvait rien passer sur ça. Donc maintenant, comme nous avons le projet et que le projet nous est financé, nous avons décidé maintenant d'améliorer pour que, au moins avec nos projets, les élèves, plus les malades, plus même si on a un petit tricycle avec un malade, les femmes accoucheuses, on peut les amener à l'hôpital. Et même transporter même aussi les marchandises pour le marché. Et nous avons décidé de faire ce petit pont pour l'amélioration. C'est cela, le volontariat communautaire. Et le projet EJV, Emploi pour les jeunes vulnérables, appuie leur développement. Il offre l'occasion aux populations de développer de saines habitudes de travail et d'acquérir des valeurs civiques tout en participant à une activité valorisée par la communauté. Aujourd'hui, là, on est en train de faire le radier, pour faire le radier. Et on est pratiquement aujourd'hui le 10e jour de notre activité. Donc après ça, là, j'irai à Tchamba pour chercher l'argent que ANADEB nous a promis. Après, je vais à FISEC. C'est à FISEC que j'ai pu ouvrir mon compte.
je dois aller chercher au moins 10 000 pour les besoins. On nous a promis 15 000 après 12 jours, 15 000. Donc je vais épargner 5 000. Donc jusqu'à la fin, si ça fait 40 000, donc j'aurai une subvention de 60 000 qui va me faire 100 000 pour commencer mes activités. Tout Modjawa s'engage donc et la nation le soutient. Un slogan qui leur donne du courage, de la détermination à aller jusqu'au bout pour le développement de leur communauté. Mais alors, comment Modjawa en est-il arrivé là? Je peux dire que vraiment c'est une chance. On nous a appelés, moi, le CVD et moi, nous sommes allés à la préfecture. Et dans le canton de Albi plus le canton de Krikri. Dans les deux cantons, on choisit seulement que 5 villages pour aider la NADEB. Et de là, on a fait le choix, tirage. On a fait le tirage et le Modjawa a gagné une chance. Et on nous dit qu'avec IGV, avec ANADEB, nous va nous aider. Et quand nous sommes venus aussi, nous avons convoqué la réunion que nous avons chance d'avoir un coup de main pour Modjawa. Et de là maintenant aussi, la NADEB aussi est venue. Et comment on nous a dit on veut au moins 110 éléments pour travailler les jeunes, pour anéantir au moins la pauvreté. C'est de là aussi que nous avons... Qu'est-ce qu'on a fait? On a passé aussi par sélection pour pouvoir gagner les 110 personnes, pour pouvoir travailler. Et c'est ce qui a été fait. Dabougou, une localité de la région des Savanes. Il y a 20 jours, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre ont démarré ici. Aujourd'hui, les habitants bénéficiaires du projet se sont retrouvés pour une formation sur les aptitudes à la vie quotidienne et micro-entrepreneuriale. Nous sommes ici à Dabougou pour la formation EJV des jeunes vulnérables. Donc, nous avons commencé depuis lundi matin la formation. Le premier module de FODA 1, c'est les qualités de l'entrepreneur. Et le second module, c'est l'idée de projet. Et le troisième module, c'est l'étude de marché. Le quatrième module, c'est les études techniques. Et le cinquième module, c'est l'étude financière. Donc le lundi matin, nous avons déjà fait les qualités de l'entrepreneur qui est le module 1. Le module 2 a été déroulé le mardi ici, c'est-à-dire l'idée de projet. Aujourd'hui, nous sommes au troisième jour de la formation. Nous sommes sur l'étude de marché. Et pour faire notre séquence, qui est la première séquence de notre module, l'étude de marché, c'est l'utilité de l'étude de marché. Et le travail à faire avec les participants, c'est qu'ils fabriquent des objets à vendre, qu'ils vont exposer en vente. Et avec ça, nous aurons des acheteurs. Et à la fin, nous allons maintenant faire une synthèse pour voir qui a le mieux vendu, pourquoi il a le mieux vendu, etc. etc. S'ils ont tenu compte du coût des clients en faisant leur exposition vente. L'objectif est de soutenir le démarrage ou l'extension des activités génératrices de revenus des bénéficiaires qui ont achevé avec succès le volontariat communautaire. Notre ONG est chargée d'aider les bénéficiaires à entreprendre un peu, à faire leurs travaux sur le micro-projet dont ils ont choisi et aussi les aider à ouvrir les comptes. Pour l'ouverture des comptes, nous avons envoyé les cartes des bénéficiaires, les cartes des lecteurs ici, puisque la plupart n'ont pas de carte d'identité nationale. Donc c'est les cartes des lecteurs. Nous avons envoyé ça à la COPEC et ils ont déjà enregistré. Maintenant, ils ont attribué les numéros de compte à chaque bénéficiaire. Donc maintenant, lorsque l'argent va venir, tout le monde ira avec des photos passeport à l'appui. Lorsque le bénéficiaire va maintenant, il va présenter sa photo et son carnet. Et comme ça, il pourra prendre son argent. L'initiative entend amener les communautés bénéficiaires à assumer la responsabilité de la mise en œuvre des projets de développement à travers l'approche développement conduit par les communautés et les populations y adhèrent.